Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but not wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers. Unstoppable with shine. 6,99 et les championnes du monde, c'est fait. Eunice Barber est championne du monde de la longueur. Oh là 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 là. Robert Denis, champion d'Europe. Fabien Gillot deuxième. Les Français viennent de rugir dans cette course avec un doublé pour l'équipe de France. Deuxième titre de champion de France pour le Stade français CSG. Valérie Mathieu. Oh Daniel Narcisse. Oui. Et le voilà. Et il est pas beau ce Daniel. Il est pas merveilleux ce Daniel. Diaw for the first time in the playoffs. Diaw did start 24 games in the regular season. Diaw will try a three. Puts it in. Boris Diaw from downtown. Away. They'll talk about it the rest of your life. Magic fires for three. Got it at the buzzer. Magic hit a three-pointer. And slipping. Defended by Zaporizhia. It's Parker. Zellers has George. George with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. On va y aller. Pour pouvoir démarrer, vous avez pu voir quelques athlètes avec lesquels j'ai pu collaborer d'une façon ou d'une autre. Et moi, ce qui m'anime vraiment maintenant, c'est la démarche de me dire comment est-ce que quelqu'un comme Tony Parker, alors qu'on a retrouvé une vidéo de lui, il était âgé de 9 ans, et vous savez, à l'âge de 9 ans, il jouait avec son petit ballon sur son petit panier qui était accroché au mur de sa maison. Et on a retrouvé une vidéo, sa maman le filme en disant « Hey Tony, quand tu seras grand, tu veux jouer où, toi ?» Moi, je veux jouer en NBA au San Antonio Spurs. Est-ce que ça s'appelle des prophéties autoréalisatrices ou autre chose? Peu importe. Il se projetait déjà et il avait déjà cette capacité à se visionner dans ce championnat prestigieux et incroyablement dans ce club dans lequel il a joué 19 saisons. Ça me fascine de voir comment quelqu'un comme vous et moi, quelqu'un de simple à l'origine, est capable de faire des choses extraordinaires. Autre exemple, comment est-ce que Daniel Narcisse, il vient de l'île de la Réunion. Est-ce qu'il y a des gens qui sont de l'île de la Réunion ici? Non. Je t'ai dit, statistiquement, ça peut le faire. Il est venu de l'île de la Réunion, il a signé sur son premier contrat dans un club professionnel en métropole. Et le premier soir, et ça me touche un peu parce que ma fille vient d'intégrer le centre de formation de basket de Charleville-Mézières, donc elle est en train de se lancer en basket évidemment, elle est en train de se lancer dans son truc. Et le soir, après le premier entraînement, il appelle sa maman et il dit « Maman, il faut absolument que tu me prennes un billet d'avion pour que je rentre, parce que tout ce qu'on a fait, c'était courir autour de la piste d'athlétisme et le préparateur physique du club, qui a plus de 60 ans, il allait plus vite que moi et j'ai pas réussi. Il était là, en pleurs, « Maman, prends-moi un billet d'avion pour que je rentre. » Alors j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Tu restes? Quoi d'autre? la réalité bassement économique, bah, écoute mon grand, j'ai pas l'argent. Il va falloir, ou alors tu rentres, je sais pas, à pied et tout ça, en nageant. T'as pas honte? Waouh, ouais, ça aurait pu. Ça fait partie du champ des possibles, ça aurait pu. Et en fait, ce qu'elle lui a répondu, c'est « Tu sais ce que tu vas faire, Daniel? Ce soir, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, et demain, tu vas te lever, et demain, tu vas te réentraîner, parce que tu ne rentreras pas. » Qu'est-ce qui fait que ce petit bonhomme Daniel de l'époque, qui après un entraînement avait décidé que c'était fini pour lui, a persévéré dans son activité au point d'être élu le meilleur joueur du monde de handball en 2012. Ça me fascine que d'observer ça. Et c'est en partie des sujets comme ça que je voudrais vous proposer qu'on partage ce soir. Alors, si vous pensiez que ça allait être moi qui vais m'agiter, parler, et vous qui alliez attendre, on ne va pas faire comme ça. On va y aller, évidemment, de la façon la plus interactive possible. Quand je vous dis sport de haut niveau, à quoi ça vous fait penser? Et plus précisément,
À quel mot ça vous fait penser, le sport de haut niveau? Performance. Si vous ne voyez pas forcément ce qu'il y a sur le tableau, c'est pas grave. Performance, discipline, challenge. Excellence. Compète. Investissement, sacrifice. Vous voulez... Ouais. Sacrifice, résilience, courage. Encore une fois peut-être? Échec, 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 échec. Donc échec puissance 10. Entraînement. Quoi d'autre? Antifragilité. Oh. Ça existe, hein? C'est vrai? Bon ben on en parlera tout à l'heure. Ok. Ah d'accord. Ben, tout à l'heure vous viendrez sur scène avec moi pour qu'on le teste. Avec plaisir. Ok. Parce que, évidemment que c'est notre programme de ce soir, l'antifragilité. On est au bon endroit. Donc ouais, l'antifragilité, absolument. Donc quand tout à l'heure j'aborde ce thème, c'est vous qui le faites avec moi. Alright? Cool. Quoi d'autre? Concentration, ouais. Ouais. Rigueur, objectif. Le dépression, c'est avec le échec puissance 10? Pleurs, ouais. Ah. Alter ego, j'adore parce que alter ego, et moi je mettrais bien ego aussi à d'autres moments. Ouais, ok, joli. Ouais, je l'ai noté. Émotion. Ouais, merci, parce que ça arrive aussi. Ouais, on va le mettre avec échec, défaite, ouais. On est pas mal? Je ne l'ai pas entendu en tout cas. Isolement, le fait de la singularité de l'athlète qui peut se retrouver complètement à part, parfois isolé, parfois lâché, parfois comment je fais avec ça. Ouais. Coach, merci. Il y avait perspicacité au fond et évidemment coach. En fait, coach est où c'est ça, staff et tout type de personne qui peut encadrer, accompagner et y aller. Sylvain, tu connais tout ça. Ok. C'est un peu tous ces mots-là en fait. Et vous voyez que on a forcément dans la... Oui. Mais bien sûr. Oui, il faut dire ce que ça représente parce que c'est vrai que dans l'imaginaire du sport de haut niveau et dans la réalité et la pratique du haut niveau, le dopage, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui existe. Dans le dernier Tour de France, là, un coureur avait des résultats incroyables et tout de suite suspicion de dopage liée à des histoires du passé, etc. Et c'est une réalité et dans l'imaginaire. Donc bien sûr que ça fait partie des mots du sport de haut niveau auxquels on pense. L'argent, c'est un sujet aussi dans le sport de haut niveau, ou bien? Bah quand même, ouais. Donc si on peut dire dopage, on peut dire monnaie aussi. Hein. On peut le dire aussi. Et c'est là aussi qu'on peut trouver un lien entre nous, ce qui nous rassemble ici, l'entrepreneuriat, et le sport de haut niveau. Ce que je veux en préambule, là, c'est... Je veux surtout pas qu'on tombe dans des grosses caricatures. La caricature, ça serait... Oui, oui, bien sûr, il y a tout à prendre dans l'univers du sport de haut niveau pour l'amener dans notre monde de l'entrepreneuriat. Il y a des bémols quand même à mettre. Quels peuvent-ils être? Ils peuvent être sur la notion de temps et de durée. La carrière d'un sportif de haut niveau n'est pas de la même durée qu'une carrière professionnelle hors sport de haut niveau. Il peut y avoir également le sujet de l'argent, qui fait que ça peut être différent. On peut tout de suite penser à des gros transferts dans l'univers du foot qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Mais on peut penser aussi à Adrien Matonnet, que j'ai accompagné. Il n'était pas dans la vidéo Jeux Olympiques de Londres. Son sport n'est pas très connu, c'est le tennis de table. Il était le numéro 1 français, il est allé au JO, et lui, c'était zéro argent, zéro sponsor, zéro rien. Il devait se débrouiller par lui-même pour trouver justement ses entraîneurs, payer ses hôtels, ses structures d'entraînement, etc. Donc l'argent est une donnée du sport qui a aussi sa différence par rapport au monde de l'entreprise. Et une troisième chose qui fait que c'est différent, c'est l'aspect des médias. Quand l'athlète est en train de faire sa compétition, il est médiatisé. On est à quelques jours de la fin de la Coupe du Monde de basketball. Alors, est-ce qu'il y a des gens du peuple basket, là, ici? Bien, bien. Parfait. L'équipe de France n'a pas eu les résultats escomptés. Vous avez vu, je le dis bien. Hein. Et tout de suite, les médias se posent sur justement le fait de se poser plein de questions, de critiques, d'observations, etc. Or, nous, quand on entreprend,
De plus en plus, on peut être médiatisé, et c'est l'intérêt d'ailleurs de travailler avec des agences comme Flomodia pour pouvoir communiquer, faire savoir ce qu'on fait, mais pour autant, on n'a pas un média qui est là en train de nous filmer en mode « Alors, ce lancement de dossier, de projet, ça va, c'est bien passé, vous étiez bien en jambes, ça a bien été, ce contrat, c'est bon, ça s'est bien signé », ça, on n'y a pas droit quand même. Alors que l'athlète, tout de suite, il l'a. Okay, donc, on met ces petits bémols-là quand même, mais on a pas mal de mots que vous allez dire. Maintenant, évidemment, ce n'est pas instrumentalisé, je ne savais pas quels mots vous alliez dire, que vous les voyez ou que vous les remémoriez. Est-ce que ces mots-là correspondent à votre quotidien d'entrepreneur? Tous ceux qu'on a entendus. Carrément. Et même celui du dopage potentiellement. Tous ces mots-là, on a des liens directs. C'est pour ça que c'est hyper pertinent d'aller visiter ce modèle du sport de haut niveau, en fait. Ok, alors, on va regarder aussi comment on s'y prend dans nos communications. Je vous ai tout mis d'un coup, on va y aller progressivement. Est-ce que cette expression « bon courage », vous l'utilisez parfois? Non? Est-ce que vous l'entendez parfois? Ok. Là, derrière moi, il y a un grand paquet d'expressions qu'on peut utiliser, qui sont des expressions d'anti-mindset pour performer à haut niveau. Quand on dit « bon courage », imaginez, moi je dois venir ici faire ce talk ce soir chez Flomodia, et quelqu'un m'interpelle et me dit « Ah, tu vas chez les gars, là, ils sont cool, là, bon, tu fais l'intervention, c'est ça ?»« Ouais, bon, ben, bon courage, hein, bon courage, parce qu'il faut donner de l'énergie, tout ça, etc. » C'est pas approprié. J'ai pas besoin de courage pour venir ici. Souvent, on utilise cette expression de façon complètement biaisée. Ouais, péjorative. On a besoin de nous dire bon courage, selon moi, que dans un cas de figure. Moi, j'ai mon meilleur ami qui s'est fait opérer du cœur il y a quelques mois de ça, et là, j'avais besoin de lui dire bon courage, mon filou. Bon courage, parce qu'il avait besoin de mobiliser son courage pour faire face aux défis qui l'attendaient. La plupart du temps, on a besoin de bonne énergie, d'engagement, d'enthousiasme, etc. Les gens qui disent bon courage, ils le font avec bonne intention, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Mais ce n'est pas toujours si aidant que ça, parce que ça sous-entend qu'on est dans le labeur, dans la difficulté, etc. Maintenant, est-ce que vous connaissez des gens qui commencent beaucoup de leurs phrases par « Ouais, tu vois, le problème, c'est que… » et après, vous mettez la suite que vous voulez. Est-ce que vous en connaissez? Ouais. Est-ce que certains dans la salle l'utilisent? Probablement que si. Dans la salle. Probablement. Et ça nous ramène à quelle est notre vision du monde. Quand on veut entreprendre, lancer des projets, changer ce monde, on a à être très vigilant à quelle est ma vision du monde. Si je considère que le monde est difficulté, complexité, problème, il y a de fortes chances que je mobilise souvent des débuts de phrases. Ouais, le problème c'est que, etc., etc. Moi, je suis quelqu'un de très poli, de très respectueux. Et dans la politesse, il y a un sujet majeur qui est celui de ne pas couper la parole aux gens. Je m'amuse juste à le faire à chaque fois qu'il y a une phrase qui commence par « Ouais, tu vois, le problème c'est que… » Et là, je fais « Bon, ok, d'accord, c'est quoi le problème ?» Non, mais il n'y a pas de problème. Ben si, tu as dit c'est le problème, c'est que… Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est compliqué… Ah, d'accord, mais parle-moi de ce qui est compliqué alors. Observons notre vision du monde. Dans le monde, dans vos projets d'entreprise, il y a des choses compliquées, il y a des choses faciles. Il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, des succès, des échecs. Mais c'est l'ensemble de ça à regarder. Et soyons vigilants au début de phrase qu'on va emmener, notamment quand on a besoin, en tant qu'entrepreneur, de fédérer des investisseurs, des clients, des partenaires, une audience, etc. Le fameux « ça ne marchera jamais ». Est-ce que vous l'avez déjà entendu celui-là? Il est horrible. Parce que, en fait, il y a une seule catégorie de personnes qui pourrait dire ça avec justesse. Vous savez qui c'est? Les voyants ou les voyantes. Est-ce qu'il y a dans la salle des voyantes ou des voyants? Personne de la réunion, est-ce qu'on a des voyants ou des voyantes? Je vais tout essayer. Non, c'est bon? Parce que s'il y avait quelqu'un qui était capable de dire « je vais regarder dans ma boule de cristal et ça je peux te dire ça ne marchera jamais », si évidemment ça marchait, le principe qu'on puisse voir, on pourrait entendre ça. On connaît tous 1000 exemples d'entrepreneurs qui, s'ils s'étaient arrêtés quand on leur a dit « ça ne marchera jamais », n'y arriveraient pas. D'où l'intérêt d'ailleurs de choisir notre écosystème et notre environnement quand on lance des projets d'entreprise, parce qu'il y a souvent des gens dans notre écosystème qui eux-mêmes ne se lancent pas, qui auraient des peurs à le faire ou qui ont peur pour nous et qui vont nous lancer des affirmations comme ça qui pourraient couper notre énergie. Par contre, on peut dire, de mon expérience par le passé, ça n'a pas marché. J'ai des doutes sur le fait que ça prenne. Ça me semble risqué, etc. Mais le péremptoire, ça ne marchera jamais. Je ne vois pas comment on peut se l'autoriser. Ensuite, ouais, c'était mieux avant quand même. Et puis non, mais on va pas faire…
On a toujours fait comme ça. On les a entendues, celles-là, vous les entendez de temps en temps. Si on s'arrêtait à ce genre de phrase, on n'avancerait pas. Je ne sais pas en quoi c'était mieux avant et en quoi ça sera mieux demain. Parce que, exemple, on a une population de jeunes entrepreneurs ici. Si je vous disais, comment c'était comparativement à maintenant la musique des années 80-90 ? Qui pense que c'était mieux ? Levez la main. J'ai des mains qui se lèvent comme ça, presque. Ok. Qui pense que c'était moins bien ? Qui s'en fout ? Le truc, c'est que on ne peut pas comparer. Comme moi, par exemple, à l'âge que j'ai, j'essaye de me dire, c'était comment la musique des années 80 ? En fait, je compare ce que je percevais de la musique des années 80 quand j'avais, en gros, 30 ans, 40 ans de moins, etc., avec la vision du monde que j'avais, le rapport au monde que j'avais. C'est comme comparer des choux et des carottes. On ne peut pas comparer ce qui était avant versus maintenant. Ce qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur ou performeur de haut niveau pour avancer, c'est qu'est-ce qui était mieux avant et que je dois absolument maintenir pour continuer à avancer vers ma haute performance, et qu'est-ce qui était vraiment qui n'est plus d'utilité maintenant, qui ne me servira pas à accroître ma performance, que je dois couper et supprimer maintenant. C'est tout ce qu'on a besoin de faire avec le plus d'objectivité possible. Ensuite, ouais, de toute façon, dans ce pays, blablabla, blablabla. On connaît. À chaque fois qu'on fait ça, on oublie un principe essentiel de la haute performance. C'est quoi un des principes les plus essentiels de la haute performance ? Qu'on noie ou qu'on tue quand on est dans quelque chose comme ça. Le sujet du groupe, comment est-ce que je suis dans un groupe ? Et un sujet essentiel de la haute performance dans le sport. Tu veux tenter ? Alors déjà, ne jamais généraliser, parce que le biais de généralisation, il est souvent destructeur. Et puis, ouais. Le collectif aussi. J'aime ça. Le principe de pleine et entière responsabilité de ce qui nous arrive dans la vie. Ouais, de façon, dans ce pays, avec les taxes, avec ceci, avec je sais pas quoi, blablabla. Ok, il peut y avoir des trucs compliqués, je ne le nie pas. Mais qu'est-ce que moi je peux faire qui est dans ma maîtrise, sur lequel je peux agir, et donc je serai responsable des résultats qui viennent. Super important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Super important. C'est important qu'on se le dise, parce que vous et moi, des fois on l'oublie. Quand on va commencer à aller se plaindre un peu sur une déresponsabilisation par rapport à des résultats qu'on n'a pas. On est acteur de nos résultats en très grande partie, et plus on est convaincu de ça, plus on y arrivera. Plus on assumera nos échecs sans essayer de se déresponsabiliser sur quelqu'un d'autre, plus on y arrivera. Qui ici a pratiqué des sports collectifs ? Vous savez, je suis basketteur, mais j'ouvre un peu le champ quand même. Est-ce que vous avez déjà dit cette phrase, ou est-ce que vous l'avez déjà entendue ? On a perdu, c'est la faute de l'arbitre. Votre rire en dit beaucoup. J'ai le droit, c'est ta faute. Ah ouais, carrément. Ben oui, évidemment. On a perdu, c'est la faute de l'arbitre. En jargon, ça s'appelle une attribution causale externe, négative. J'attribue la cause d'un truc négatif à quelqu'un à l'extérieur de moi. Or, en vrai de vrai, aussi chauvin soyons-nous, peut-être que oui, l'arbitre fait des erreurs, mais nous, les footeux, rugbymen, basketteurs, handballeurs, etc., on en fait autant, voire plus. Et encore une fois, c'est à nous d'être plus forts que ces éventuelles erreurs de l'arbitre, sinon on ne peut pas avoir de levier et de maîtrise sur ce qu'on veut faire. Vous voyez ce truc des attributions causales externes négatives ? Et souvent, ceux qui font les attributions causales externes négatives, c'est-à-dire ça s'est mal passé, c'est la faute des autres, c'est les premiers à faire des attributions causales internes positives, c'est-à-dire j'ai signé le contrat, ça a marché, c'est grâce à moi. Non, vous, ouais, ok, vous étiez là, mais c'est grâce à moi. Vous voyez le truc ? On a juste besoin d'être objectif sur comment ça se passe. Ah, je peux te dire, Flo, il est bien gentil. Vous l'entendez la phrase ? Elle est horrible. Qu'est-ce que vous pensez de la vertu et de la qualité et de la valeur de la gentillesse ? Ça vous dit quoi, la gentillesse ? On va refaire autrement. Qui se définirait comme gentil dans cette salle ? Ok, les autres sont méchants ? La bienveillance, ouais. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à l'aise à lever la main à cette question-là ? Voilà, surtout quand on exprime en mode « il est bien gentil », qu'on peut dire dans d'autres contrées de France « il est ben gentil ». Vas-y, tu veux le dire ? Ouais.
C'est ça, c'est perçu comme étant de la fragilité. On était sur l'antifragilité tout à l'heure. De la fragilité, de la vulnérabilité, de la faiblesse, du défaut, etc. Je suis quelqu'un de gentil. Et je suis successful dans beaucoup de choses que je fais. Et je suis quelqu'un de gentil. Par contre, ne confondez pas. Si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous veut venir essuyer ses pompes sur les miennes, il va être super bien reçu. Ça ne m'empêche pas d'être quelqu'un de gentil. Ça veut dire quoi ? Vouloir que les autres soient bien. Je veux que les gars qui organisent là soient contents de cette soirée, que leur business décolle, que ça avance. Vouloir que les gens, quand vous repartez d'ici, vous repartiez avec des idées, des inspirations, des clés, que vous puissiez avancer, que vous puissiez être au mieux dans ce que vous faites. Mais ça ne dit rien de faible de moi, je pense même plutôt l'inverse. Vous voyez ? Quand on sous-entend, utilise ça comme ça sous-entend en fait que la valeur clé, c'est la méchanceté. La valeur clé dans le sport de haut niveau, c'est la compétitivité, c'est l'ambition, c'est la niaque, c'est l'audace. Ça peut être de l'ordre de l'agressivité, mais pas de méchanceté. Vous voyez la différence ? Alors culturellement, on laisse traîner ça. Et puis le dernier grand classique, comment ça va comme un lundi ? Au secours. Je souhaite à personne de ressentir ça. Parce que ces gens-là, en fait, ils vivent 2/7 de leur vie. Le week-end. Du vendredi 18h au dimanche 22h. Yes, ça. Faites du slip, on s'éclate, on y va. Lundi 8h. M'en parle pas. Comme un lundi. Mais purée, moi je vis le plus souvent comme un vendredi tous les jours. Et quand on veut entreprendre, pourquoi est-ce que vous voulez entreprendre ? Pour trouver du sens, pour vous éclater, pour ne plus jamais dire ce genre de choses. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Waouh ! Allons-y comme des vendredis tout le temps, en fait. Vous voyez l'idée ? Ouais. Ou alors, on peut aussi aimer le lundi. Autre façon de le faire. Ouais. J'adore la reformulation, merci beaucoup. Ou alors, on peut aimer aussi le lundi et considérer que le lundi n'est pas celui-là. Mais un jour, on va pouvoir s'épanouir, mettre nos talents sur le marché, déployer nos ambitions. C'est juste fantastique. Bref, se réaliser et s'accomplir. Ouais, joli, merci beaucoup. J'ai essayé d'observer aussi ce que font les grands capitaines des équipes de sport collectif, notamment, vous l'avez compris, même si je travaille beaucoup sur le sujet mindset. Le mindset, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi et quelles sont les histoires que je me raconte avant d'interagir avec quelqu'un. Une fois qu'on a travaillé sur notre mindset, on peut ensuite aller explorer notre leadership, inspirer, fédérer, rayonner, transpirer de l'énergie positive et contaminer les autres. Et les grands capitaines des équipes collectives fonctionnent sur la base de ces 3 éléments-là qui sont ne pas critiquer l'individu. Alors, quand on entreprend, on a forcément des partenaires ou des collaborateurs qui font des boulettes, qui se plantent, ça ne se passe pas comme prévu. Oui, ça arrive. Mais là, il y a écrit ne pas critiquer l'individu. On doit critiquer ce qui a été fait par l'individu. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, on ne devrait pouvoir entendre quelque part « t'es trop nul, t'es trop une buse, t'es ceci, t'es cela ». On ne peut pas juger qui est l'autre. Et on va y revenir sur un autre point après. On ne critique pas l'individu, mais notre devoir, c'est de critiquer ce que la personne a fait et de très vite basculer sur quelles sont les remédiations qu'on peut faire pour avancer. Deuxième point essentiel, ne pas condamner. Condamner, en fait, c'est mettre une étiquette définitive sur le front de la personne. Moi, des fois, je me plante, des fois, je fais des boulettes, des fois, je fais des maladresses. Et je trouve que ce n'est pas fair play, pour prendre une thématique du sport, quand j'en fais une, ça y est, je suis complètement catalogué et c'est la fin de l'histoire me concernant. Moi, ce que j'aime, c'est si quelqu'un fait une boulette, quelque chose de maladroit ou même de mauvais à mon égard, lui donner juste une deuxième chance, pas condamner tout de suite. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de peut-être accéder au meilleur de l'autre et ainsi nouer des relations qui permettront de développer ce qu'on a à développer. Et non pas ce truc de « je condamne, ah ouais, ça tu t'es loupé, bam, fin de l'histoire ». On en connaît tous des gens qui fonctionnent comme ça. Est-ce que c'est une chance qu'ils se donnent ? Je ne suis pas convaincu. Et puis ne pas se plaindre. Ne pas se plaindre. Les êtres humains passent un temps incroyable à chouiner, à pleurnicher. Une façon de se plaindre, c'est le truc de tout à l'heure. On a perdu, c'est la faute de l'arbitre. C'est le pire qu'on puisse faire, se plaindre. Si on pouvait se donner un défi en repartant d'ici, de dire « Allez, j'essaye de mettre de la conscience et de l'observation sur quels sont les moments où je me plains, quels sont les moments où je râle, quels sont les moments où je fais ma victime
et qu'on essayait juste de le faire un petit peu moins, je vous garantis que vos résultats vont être complètement différents. Il y a des défis qui peuvent se faire en mode défi très difficile. Vous prenez un bracelet en caoutchouc, vous le mettez au poignet droit, et en fait, vous n'avez le droit de le faire passer au poignet gauche que si pendant une journée, vous ne vous êtes pas plaint du tout. Ben je vous annonce qu'il va falloir pas mal de jours pour pouvoir y arriver, pour moi y compris. Moins se plaindre permet de mieux aborder les choses en mode compétitif, ambitieux, engagé, sur quoi je peux agir. Parce que quand je me plains, je commence à semer un petit peu l'essence de « je ne suis pas responsable de ce qui peut se passer ». Ouais. À fond. Oui, oui. Les êtres humains font abondamment les deux. Et là je serais bien sur la personne qui se plaint toute seule chez elle. Ouais, puis il y en a marre, tu comprends, mais j'y arriverai jamais. Ben voilà, le contrat il n'a pas été signé, ça me saoule. Et puis voilà, l'autre il m'avait dit oui, et puis finalement il m'a dit non. Et puis il m'a dit surtout envoyez-moi votre devis, mais je lui ai envoyé, je l'ai lancé 4 fois et jamais il a répondu, c'est pas normal. Là, je suis très clairement sur quand on chouine, nous avec nous. Mais bien évidemment, il y a tellement de fois où on le fait sans s'en rendre compte avec d'autres personnes. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à la Fédé de basket. À la fin de mon passage à la Fédération française de basket, ça a été compliqué avec mon N+1 de l'époque. Et donc, j'ai pris la décision de partir de la Fédé de basket. Et je me rendais pas compte, mais je passais beaucoup de temps à me plaindre à ce moment-là. Et j'ai fait un déjeuner avec un de mes amis, et moi je pensais qu'on était en train de discuter positivement de plein de trucs. À un moment donné, comme ça, il me regarde, il me fait « Mais t'en as pas marre de te plaindre ?»« What ? T'en as pas marre de te plaindre ?» Et en fait, il m'a aidé parce que je me rendais pas compte à prendre conscience que j'arrêtais pas de ruminer le truc de telle personne n'a pas été sympa et c'est pas juste et pour tout ce que j'ai fait, blablabla. Bla, bla, bla. Donc il y a les deux parties. Il y a quand on le fait déjà avec nous-mêmes. C'est pour ça que pour moi, tu vois, il y a mindset, les histoires que je me raconte, leadership, les histoires que je raconte aux autres. Si je nettoie pas ce qui se joue en moi, il y a de fortes à parier que ce que je vais envoyer aux autres va être très approximatif, bof-bof, et en l'occurrence sur le sujet de la plainte, démultiplié. Vous voyez, je ne veux surtout pas venir là. Je pourrais arriver là, je vous mets les belles images dans la vidéo des sportifs de haut niveau qu'on arrive, et puis je vous montre que moi j'ai une grande armure et que je me plains jamais, je suis responsable de tout et tout. C'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Mon vrai leadership, il est de reconnaître que je fais de mon mieux avec tout ça, comme chacun d'entre nous en fait. Chez les grands champions, il y a 3 fondamentaux essentiels. La confiance en soi, vous en avez déjà entendu parler à plein d'endroits, l'estime de soi aussi, la fierté probablement bien moins. On va y aller. Il faut qu'on s'accorde sur ce que ça veut dire. C'est quoi la confiance en soi? Comment est-ce que vous définiriez ce qu'est la confiance en soi? Oui. La sûreté d'atteindre certains objectifs. Sûreté d'atteindre un... pas exactement sûreté parce qu'on n'est jamais sûr. Je vois ce que tu veux dire. C'est l'assurance qu'on a, peu importe les circonstances, en l'avenir, en soi-même, dans le passé. Ouais. La confiance en ses capacités physiques, mentales. Ouais. 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 Merci de lever la main, on en reste là. La confiance en soi, c'est est-ce que je me sens capable? Pour le dire, vous voyez, le dire le plus simplement possible, le plus efficacement, est-ce que je me sens capable? D'où ce qui m'amène, si je me sens capable, probablement qu'avec l'entraînement ou la pratique, je vais maximiser ma réussite. Confiance en moi, est-ce que je me sens capable? Est-ce que je me sens capable de venir parler, faire une conférence devant 2000 personnes? Oui. Est-ce que je me sens capable, à la minute où je vous parle, de faire un Ironman? Non. Ok? Donc j'ai une confiance en soi pour le premier événement, pas pour le second. L'estime de soi maintenant, comment est-ce qu'on la définirait? Ouais. Avoir une image positive de nous-mêmes. Ouais, très beau. Valoriser nos réussites pour savoir ce que l'on vaut. Très bien dit, valoriser nos réussites pour savoir ce que l'on vaut. Respecter nos besoins. Oui. Avoir honte de soi-même. Ouais. Eh oui, le truc de la honte, tu m'étonnes. Se donner de la valeur. Se donner de la valeur. L'ego. Ah, l'ego, et merci de le poser, comme ça on va le mettre. L'ego, c'est cette structure interne qui est à l'intérieur de nous, qui est là pour faire qu'on continue notre vie comme elle est. En gros, pour qu'on continue à végéter. L'ego, c'est pas le truc de la grosse tête. Hein. J'ai cette structure à l'intérieur de moi qui est là pour me protéger des vicissitudes de la vie. Autrement dit, ne change rien dans ta vie, tout va bien. Ce qui fait que quand on a un peu d'ambition, d'envie, de niaque, qu'on veut lancer un projet, etc., l'ego, il nous crée artificiellement 1000 barrières pour surtout qu'on n'y aille pas parce qu'on pourrait se casser la gueule. L'estime de soi, pour revenir sur ce qui a été dit, c'est très proche de l'amour de soi.
C'est Christophe André et François Lelord, qui sont deux psychosociologues experts de l'estime de soi, qui, dans un de leurs ouvrages, ont interrogé, un peu comme je l'ai fait là, c'est quoi l'estime de soi pour toi, ça veut dire quoi? Ils ont interrogé des enfants et des adolescents, et celle que je veux retenir, c'est une ado qui disait l'estime de soi, c'est comment je me vois, et si ce que je vois, je l'aime ou pas. Vous voyez, beaucoup de vos réponses qui ont été dites se retrouvent dans ça. Comment je me vois, et si ce que je vois, je l'aime ou pas. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir, si tant est qu'il y ait des canons ou des standards de beauté chez les hommes ou chez les femmes, vous pouvez trouver des hommes ou des femmes qui correspondent à ça, mais qui se sentent moches. Comment je me vois, et si ce que je vois, je l'aime ou pas. Et donc oui, confiance en soi, est-ce que je me sens capable? Estime de soi, est-ce que je me sens valable? Maintenant, ce truc de la fierté. Bon, parmi les... Relevez la main les basketteurs. Allez, tu es devant, tu veux bien venir? Sur la scène, s'il te plaît, on va l'applaudir. Donc Alassane est là, et en fait, on va imaginer qu'on est sur la fin d'un match de basket où moi je suis joueur, et il se trouve qu'à la fin de ce match de basket, vous savez... tu connais l'histoire, Sylvain. Vous savez, on est mené de 2 points et à la dernière seconde, le ballon va m'arriver et moi, je vais tirer à 3 points derrière une ligne qui est très loin et le buzzer retentit pendant que le ballon est en l'air, ça rentre, on gagne. Vous voyez l'histoire? Ouais, carrément. Et donc, Alassane, c'est le super journaliste qui va donc me poser une question. Il va m'interviewer. Bon, Nicolas, c'est extraordinaire, ça fait gagner le match. Non, faut pas dire ça. Non, vous savez, c'est avant tout un travail d'équipe. Je voudrais avant tout remercier le président du club, quand même signe mes chèques et tout ça. Je voudrais remercier le coach, parce que s'il ne me met pas sur le terrain, à un moment donné, c'est difficile. Je voudrais remercier le kiné parce qu'il m'avait bien préparé avant. Mon super meneur de jeu là, qui m'a fait une passe incroyable, parce qu'il ne me donne pas le ballon, je ne peux pas y arriver. Et puis surtout, ma chérie, sans qui je ne serais rien. Ça ressemble un peu aux réponses qu'on a des sportifs de haut niveau. Il pense quoi en fait, en vrai, dans sa tête? En fait, il aurait juste envie de hurler « I'm the best of the world ». Mais non, tu comprends, c'est bien, c'est un travail d'équipe, etc. Quand on fait ça, quand on répond ça, ce qu'on fait, c'est qu'on minimise notre impact dans un événement. Ça s'appelle de la fausse modestie. Et la fausse modestie, c'est gravissime, parce que vous, ici, en tant qu'entrepreneur, si vous travaillez, si vous exprimez de la fausse modestie, il faut que tu restes là. Si vous exprimez de la fausse modestie, vous allez faire baisser votre taux d'énergie. On va regarder un deuxième cas de figure. La même fin de match, il va me poser la question et je vais répondre différemment. Bon, Nicolas, super, bravo, vous avez fait gagner l'équipe. Comment vous vous sentez? Alors déjà, le fait que vous me posiez la question, c'est que vous êtes un expert, vous y connaissez en basket. Ah oui, bien oui. Ouais, parce qu'en fait, je suis comme ça, moi, je suis une Formule 1. On me donne le ballon, moment crucial, je le prends, je le mets dedans, fin de l'histoire. Bien vu. Merci, merci, merci. Quand je fais ça, je fais de l'exagération de ma participation à un événement. Le coup d'avant, la fausse modestie, c'est je minimise ma participation à un événement. Quand je fais ça, j'exagère ma participation à un événement. Est-ce que ça va nous aider dans nos projets entrepreneuriaux? Oh que non, parce qu'au fond de nous, on sait bien que c'est trop, que ça n'a pas de sens. Et ce que je voudrais, c'est qu'on regarde un troisième modèle qui est fondamental. Et donc, il va me poser la même question. Bon, Nicolas, félicitations pour cette fin de match. Comment vous vous sentez là actuellement? Vous avez eu progrès en tant que journaliste, question après question. Écoutez, merci de ce retour. Je suis vraiment content parce que je sais que c'était quelque chose d'important. Et en même temps, voilà, je ne peux pas le faire tout seul. C'était important, mais je ne peux pas le faire tout seul. Merci de vous en être rendu compte. Quand j'exprime quelque chose comme ça, je fais une juste reconnaissance de ma participation à un événement. À la fois, je dis oui, c'est vrai, parce qu'il faut quand même arriver à le marquer, ce dernier panier. Et en vrai, je ne peux pas le faire tout seul. Et quand je fais ça, c'est là que je mets en place une juste fierté. La fierté étant la juste reconnaissance de ma participation à un événement. Le message que je veux vous dire, c'est que souvent avec notre vision un peu française,
les athlètes, les compétiteurs ou les entrepreneurs fiers de ce qu'ils font, on pense qu'ils sont hautains, qu'ils se la jouent, qu'ils se la racontent, etc. Mais en réalité, c'est hyper important qu'on mette en place une juste fierté de ce qu'on a fait, parce que c'est ça qui va nous donner du carburant pour aller sur la suite. Vous voyez l'idée? Je vous propose d'applaudir Alassane. Quand on veut faire de la haute performance, qu'on soit un athlète ou un entrepreneur, parce qu'on est tous des acteurs de la haute performance, on aura forcément, dans un premier temps, cette aspiration à réussir, cette envie de réussir, cette envie de tout casser, d'avoir des résultats. Est-ce que vous ressentez ça en vous par rapport au projet? On est d'accord? Et on va y aller parce que ça nous dévore, on veut le faire. Ensuite, on va rencontrer inéluctablement soit une situation de réussite, laquelle inévitablement à son tour sera suivie d'une situation d'échec, ou bien j'ai l'aspiration à réussir, je vais rencontrer d'abord la situation d'échec, qui sera suivie inévitablement, si je persévère, par la situation de réussite. Vous voyez ce côté cyclique? Ceux d'entre vous qui ont déjà commencé à lancer leur projet depuis un bout de temps, vous avez forcément vécu des deux. On est d'accord? Ok. Et des fois, malheureusement, ça commence par le truc dur. Moi, j'avais lancé la première chaîne de restaurants sur la thématique du sport en France, en m'associant avec Boris Dio, Ronny Turiaf, les deux joueurs de NBA. C'est après coup que je me suis rendu compte que le nom que j'avais donné à cette chaîne était prémonitoire, puisqu'on l'avait appelé « Arrêt de jeu ». C'est pas beau de vous moquer quand même. Hein. C'est vraiment pas beau de vous moquer. Et voilà, ça s'est pas passé comme prévu, ça a pas bien roulé, blablabla. Bref, je me suis pris d'emblée la situation d'échec. Mais purée, qu'est-ce que j'ai appris de ce truc? Qu'est-ce que derrière ça a été bon? Et tous les entrepreneurs et les indépendants que je peux accompagner, qu'est-ce que c'est important d'être à leur côté quand ils se mangent ces morceaux d'échec, pour en sourire avec eux, pour les soutenir avec eux dans ces moments-là. Parce que, en l'occurrence, le coaching sportif ou d'entrepreneur, c'est quand l'athlète ou l'entrepreneur est en situation d'échec, on doit le soutenir, l'épauler, l'encourager. Et quand il serait, non pas en situation de réussite, mais en situation où il pourrait, un peu comme tout à l'heure, s'exagérer, se la raconter ou autre, le recadrer, lui mettre les pieds sur terre, etc. On a besoin de ça. Et donc, en face de chacune de ces phases-là, on va avoir des comportements à mettre en place, tant chez les sportifs de haut niveau que chez vous. L'idée, c'est d'être ambitieux et engagé dans l'aspiration. Mon fils, qui a 18 ans, il est très ambitieux. Il veut faire des grandes choses. Il ne sait pas encore exactement dans quoi ce qui se comprend, mais dans le commerce international. Qui ici a des enfants? Levez la main. Ok. Il est très ambitieux et mon travail avec lui, c'est de lui dire que c'est très bien et que être engagé, c'est important aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, dans la salle, on a probablement des gens qui sont très ambitieux et le message, c'est, vous savez, ce truc du mindset, voir grand, s'engager, etc., c'est important, mais le passage à l'action, il est fondamental. Poser des actes, c'est important. Et parfois, on pourrait se limiter à l'ambition qui est de l'ordre de la pensée en oubliant que l'engagement, l'action, les tentatives sont des choses fondamentales. Quand on est dans cette aspiration, on doit être sur ces deux niveaux-là. Et c'est vrai que l'ambition, alors pas ici chez Flow Modia, mais l'ambition dans plein d'autres endroits, on regarde ça un peu de côté, oh là là, les ambitieux, etc. Mais être ambitieux n'est pas être arriviste. Arriviste, ça veut dire je joue des coudes et j'écrase les gens s'il le faut. Il ne s'agit pas de ça, il n'y a pas besoin. Être ambitieux, c'est je me fixe des objectifs très élevés et je crois très fort dans mon potentiel à pouvoir les atteindre et je pose les actes qui doivent être posés. Ensuite, quand on est dans la réussite, l'idée c'est d'être, selon moi, élégant et fier. Élégant, c'est-à-dire que je ne vais pas projeter justement mon ego sur les autres parce que je réussis, mais je vais travailler sur une juste fierté qu'on a vue juste avant et pas sur cette espèce de fausse humilité de non mais c'est pas grave, c'est bien, ou j'ai eu de la chance, ou je sais pas quoi. Je suis fier de ce que j'ai fait. J'en fais pas des caisses, je suis fier de ce que j'ai fait. Maintenant, quand on est dans l'échec, est-ce que tu veux bien venir sur la scène avec moi, s'il te plaît? On va l'applaudir pour lui donner de l'énergie. Alors on a Onur qui est avec nous et j'ai besoin d'un accessoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un
qui aurait un briquet à me prêter pour la démonstration? Parfait. Tu vois, c'était parfait que tu sois là ce soir. Si tu veux bien le prêter, s'il te plaît. Bien sûr que ça va aller, il est antifragile, tout va bien. On dit ce truc de la résilience quand on est dans l'échec, apprendre à rebondir de nos difficultés, blablabla. Il y a quelque chose qui est important, c'est que Onur, ce que je vais lui demander, c'est de faire quelque chose de très difficile. On va voir si tu as une capacité pulmonaire importante. Je vais allumer la flamme. Et ce qui est attendu de toi devant ce public médusé, c'est que tu souffles dessus pour l'éteindre. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Par le moyen de ton souffle. Tu es prêt? On peut l'applaudir. Waouh! Waouh! Dans l'exemple qu'on vient de montrer, la flamme est fragile. C'est-à-dire que sous l'action extérieure de son souffle, elle disparaît, elle s'éteint. Ok? De la même façon, si je prenais un verre et que je le jetais du haut de la tour Eiffel et qu'il tombe par terre, il va se détruire, il est fragile. Ok? Onur, reste où tu es. Tu vas même reculer un peu, sans tomber, il n'y a pas de piège. À toi de jouer. Ah, parce que je sais à qui j'ai affaire, je le vois venir. Merci pour la démonstration. On peut l'applaudir. Dans la démonstration, quand il souffle sur cette flamme à une distance de 2,50 m, la flamme reste ce qu'elle est. Dans cette condition-là, elle est robuste. Robuste veut dire qu'elle reste comme elle est. Tout à l'heure, elle était fragile quand on était ici. Elle est robuste dans cet environnement-là. Le truc de l'antifragilité dont on parlait tout à l'heure, ça serait, donc là tu ne vas rien avoir à faire, ça serait, imaginons qu'il y a quelques jours de ça, je prends le briquet que tu nous prêtes, je vais dans une forêt, il fait 32 degrés, il y a plein d'herbes sèches, etc. Et juste, je prends ma flamme comme ça, et je la pose au sol. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre embrasement, et elle va se développer XXL. Ça devient de l'antifragilité. L'antifragilité étant, sous une action extérieure, comment est-ce que je fais pour me renforcer, me développer, m'accroître et devenir encore plus grand que ce que j'étais. Et l'idée, c'est, quand on est dans l'échec, le travail que font les sportifs de haut niveau et les entrepreneurs, c'est déjà de mettre de la conscience sur les moments où ils sont fragiles. Est-ce que je me fragilise, je me casse, je m'effondre quand ça ne se passe pas bien? Ou au contraire, est-ce que je suis robuste, avec évidemment le Graal qui est de devenir anti-fragile? Il s'est passé ça, très bien, ça va me renforcer, on va y aller. Ma fille, elle a joué son premier match d'espoir en basket là, ce samedi. Donc son centre de formation est à Charleville-Mézières. Elles sont allées jouer à Angers samedi à 17h15. Elles sont rentrées à 2h30 du matin à Charleville-Mézières. Elles avaient entraînement à 8h du matin. Parce que la coach considère que, et c'est un truc d'entrepreneur aussi, quand on commence à s'entraîner de 8h, bon là elle a fait 8h, 11h, mais quand on commence à s'entraîner de 8h à 10h pendant que la plupart du temps où les autres dorment, eh bien on a déjà un sacré sentiment d'accomplissement sur ce qu'on va pouvoir faire derrière. Et l'échange que j'avais avec ma fille, c'était, tu vois ma grande, ok c'est chaud, et quand vous allez jouer des équipes très dures plus tard dans la saison, qu'il faudra faire face à des situations de dureté, vous serez plus forte pour faire face à ça. Et toi, tu vas non seulement, d'un point de vue mindset, mais également physiquement, à travers la charge même d'entraînement, ce qui va aller dans tes muscles, etc., devenir plus forte. Et elle me dit, ben ouais, voilà, c'est exactement ça en fait. Et cette contrainte extérieure qu'on nous amène, est-ce que je décide de chouiner sur « Oh là là, trop dur ma petite chérie, tu te comprends, t'as même pas dormi 6 heures et puis t'es rentré dans un minibus à moitié cassé, machin, etc. » Ou bien « Hey, c'est magnifique, tu vas te renforcer et affronter des personnes qui n'ont pas fait ça, tu seras encore plus forte. » On applaudit Onur. Merci beaucoup. Ce que les sportifs de haut niveau, les plus grands, arrivent bien à faire, c'est à travailler sur leur représentation de ce qui se joue. Le sujet n'est pas le problème, l'adversaire n'est pas le problème, la difficulté technique, le contrat, l'acheteur, le fournisseur n'est pas le problème, c'est tout le temps la représentation de ce qu'on s'en fait et ce qu'on s'en dit. Et on peut avoir des réactions automatiques du fait, par exemple, de se mettre à raisonner de façon catastrophique, c'est-à-dire envisager le pire quoi qu'il se passe, ça nous arrive. On peut également
vouloir reprendre le contrôle sur quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle. Ça ne nous appartient pas. C'est peut-être le fournisseur ou le client là, qui ne répond pas, qui ne respecte pas ses engagements, etc. Je veux prendre la maîtrise sur ce sur quoi je peux agir, mais pas le contrôle. Vous voyez la différence entre les deux? Le contrôle, c'est je pense que je vais pouvoir tout contrôler, tout ce qui se passe. Or, c'est impossible. La maîtrise, c'est tiens, sur quoi je peux agir et comment je peux être très intense pour agir sur ça. On peut se mettre à parler. Il y a des gens qui vont, quand c'est compliqué, se mettre à parler. L'objectif, c'est d'agir, agir. Tout à l'heure, il y avait échec qui était dit 10 fois. Je me suis dit, je vais refaire la même thématique. On se met même chose, se mettre à analyser sans fin. Ouais, mais il s'est passé quoi? Mais d'où est-ce que vient ma responsabilité? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Blablabla. C'est pas le sujet. Ouais, mais il faudrait que je planifie puis je mette ça. On a besoin de se dire, le sujet n'est pas le problème, c'est ce que j'en pense. Et cette toute petite phrase toute simple, faxi facis, en latin, qui veut dire fais-le si tu as l'intention de le faire. Bref, passe à l'action. Bref, engage-toi. Plutôt que d'être dans ces ruminations d'ordre psychologique, mental, qui nous feront qu'on aura le sentiment que cet obstacle, il est intraversable. Vous voyez, ça vous est déjà arrivé d'avoir ces trucs, en fait, il y a une difficulté de vent, et expression première, on s'en fait toute une montagne. Ça n'en est pas une, en fait. Et si j'avançais pour la voir de plus près, cette montagne, il y aurait quoi? Et si je cognais un peu dedans, il y aurait quoi? Je m'apercevrais que ça va. Donc, soyons dans l'observation de nos ruminations, de nos observations et de comment ça se joue en nous. Et puis, je voulais vous proposer cette routine-là. Donc, je ne suis pas sponsorisé par la marque BMW. La routine BMW, c'est, vous savez, souvent ce qui se passe, c'est que vous rentrez chez vous, et puis peut-être que la personne avec qui vous vivez, si vous vivez avec quelqu'un, vous dit « Alors chérie, comment s'est passée ta journée ?»« Oh, m'en parle pas, journée de merde. » Parce qu'il y a eu, et puis vous allez pointer sur le truc qui ne s'est pas bien passé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ok? La routine BMW, c'est en fin de journée, je prends 5 minutes, et je vais d'abord poser les bases de « Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui ?» Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Je vais poser ce coussin, ce matelas-là. Ma fille, après son match samedi, purée, en deuxième mi-temps, j'étais paumé, je comprenais rien, je sais pas, je lui dis, chérie, qu'est-ce que tu as bien fait? Commence par ça, je dis, on va pas rester que sur ça. Commence par ça pour te remettre en énergie positive. Ah ouais, tu as quand même fait ça, d'accord. Bon, maintenant, regardons le reste. Et bien, c'est la même chose. On doit commencer, plutôt que d'aller pointer ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Ensuite, et sur cette base de sécurité-là, qu'est-ce que je dois mieux faire pour le prochain coup? Parce qu'on est dans des logiques d'ambition, d'évolution, etc. Et à la fin, le W pour qu'est-ce que je pourrais faire demain ou à l'avenir pour que ça soit complètement waouh, complètement extraordinaire. C'est tout simple. Je ne prétends pas proposer des choses qui soient complexes ou compliquées. Le fonctionnement de l'humain dans la haute performance, c'est simple. D'abord, je me pose sur ce qui a bien été fait. Je vois la possibilité d'amélioration avec le mieux. Et ensuite, je vais viser haut quand même, le truc du waouh, de complètement extraordinaire. En posant ça tous les soirs, 5 minutes, mais même pas 3 minutes, je vous garantis que vous aurez des résultats de folie. Tous les athlètes et les entrepreneurs que j'accompagne qui font ça ont beaucoup plus de clarté et de résultats. C'est un cadeau à $1 million que l'organisation ici vous fait ce soir. Et pour finir, parce que moi, je ne veux pas faire juste des conférences ou des interventions comme ça, je considère qu'il y a un concept qui est le concept des 3 I. Le premier I, c'est l'inspiration. Potentiellement, vous venez là, vous êtes inspiré parce que les différents intervenants de ces talks peuvent proposer. Ok, c'était sympa, c'est chouette, on repart et ça s'arrête là. Moi, ce que je veux, c'est vous offrir des ressources pour aller plus loin, pour vous permettre de passer au deuxième I, qui est le I de l'implémentation. D'abord l'inspiration et l'implémentation. Et à travers, vous avez juste besoin de scanner le QR code là. Ce qui vous sera juste demandé, c'est de mettre un prénom et une adresse mail. Vous connaissez la pratique. Et vous accéderez à tout un pack de ressources gratuites qui vont vous permettre d'aller plus loin, qui vont vous permettre d'implémenter, en vue évidemment que vous passiez au troisième I après, qui sera le I de l'incarnation durable de la haute performance. J'étais vraiment, vraiment ravi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup de votre attention. J'ai vu une image avec vous et Michael Jordan. Je voulais savoir si vous avez eu l'honneur de le coacher, c'est ça?
Ok. L'histoire de Michael Jordan,